Histoire, chapitre 8. L'Europe au temps de l'industrialisation. Objectif: comment l'industrialisation a-t-elle transformé l'Europe au XIXe siècle? Parmi les principales dates de la frise chronologique: 1817, locomotive de Stephenson. 1848, manifeste du Parti communiste, Karl Marx. 1845-1852, forte émigration irlandaise. 1864, droit de grève en France. 1885, Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Première industrialisation et âge du charbon de 1815 à 1880. Deuxième industrialisation et âge de l'électricité et du pétrole de 1880 à 1914. 1. Le processus d'industrialisation. Produire autrement. Les innovations techniques de la fin du XVIIIe siècle vont entraîner plusieurs changements. La création de nouveaux lieux de production, l'usine ou la mine. Les usines de coton à Manchester, Royaume-Uni, sont vastes, occupées par d'imposantes machines à filer et à tisser. Ces machines fonctionnent grâce à une innovation technique, la machine à vapeur, alimentée par le charbon. La sidérurgie est l'industrie qui produit de la fonte et de l'acier. Vers la fin du XIXe siècle, l'électricité remplace la vapeur et permet de se chauffer et de s'éclairer. Les ouvriers forment une nouvelle catégorie de travailleurs. Le secteur textile emploie majoritairement des femmes et des jeunes filles. Les conditions de travail sont particulièrement difficiles dans les mines et dans la sidérurgie pour les hommes. On produit en plus grande quantité et à moindre coût pour les entreprises. Les usines nécessitent beaucoup d'argent ou de capitaux pour l'achat des machines. C'est ainsi que se développent les entrepreneurs capitalistes. Les épargnants placent leur argent dans l'entreprise en achetant des actions et se rémunèrent en fonction de ses bénéfices. Une deuxième possibilité est d'emprunter aux banques qui se développent au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le Royaume-Uni prend une avance industrielle considérable en Europe et la production textile britannique est en tête. Les progrès des transports. C'est entre Liverpool et Manchester que la première ligne de chemin de fer a été inaugurée en 1830. En 1880, tous les pays européens possèdent des lignes de chemin de fer. Le bateau à vapeur permet d'aller plus vite. Le canal de Suez, construit en 1869, relie la mer Méditerranée et la mer Rouge. En 1886, l'allemand Daimler développe le moteur à explosion et permet à l'automobile de concurrencer le rail. Au XIXe siècle, l'espace mondial se réduit car les réseaux de chemin de fer se développent rapidement en Europe, facilitant les échanges de marchandises et les mobilités humaines et accélérant le développement économique. Ils transforment les paysages, l'économie et la société et deviennent le symbole de la modernité. Les grandes régions industrielles. Le Royaume-Uni prend une avance considérable sur l'Allemagne et sur la France pour la production de charbon et l'industrie textile. L'Allemagne au début du XXe siècle est le premier pays producteur d'acier. Le cœur de l'Europe correspond aux Pays Noirs et aux très grandes villes de Lancashire et du Pays de Galles au Royaume-Uni, à la région de la Sarre en Allemagne, au nord-est de la France et à l'est de la Belgique. La transformation des villes et des campagnes. Comment l'industrialisation a-t-elle transformé les campagnes et les villes? L'industrialisation, parce qu'elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre, s'implante dans les villes ou crée des villes nouvelles sur les sites des matières premières. Les villes se développent très rapidement grâce à l'arrivée des ruraux. L'industrialisation a donc aussi un impact sur les campagnes qui sont délestées progressivement de leurs habitants les plus pauvres, remplacées par les machines agricoles. Les bouleversements de la société, les émigrations irlandaises et italiennes. À la fin du XIXe siècle, l'Irlande et l'Italie alimentent une forte émigration. Mais l'arrivée dans les pays d'accueil, notamment aux États-Unis, n'est pas toujours heureuse. L'Irlande est au XIXe siècle l'un des pays d'Europe les plus peuplés.
En 1845, une maladie de la pomme de terre touche le pays, provoquant la grande famine. Les familles sont expulsées de leurs terres. Un quart de la population irlandaise quitte le pays, faisant de l'Irlande le seul pays européen où la population diminue au XIXe siècle. Des Italiens pauvres émigrent en famille. La grande vague de départ se situe entre 1876 et 1915. La misère des campagnes, où la production est faible, est la cause principale des départs. Ellis Island, ou l'île aux larmes, est la porte d'entrée pour les nombreux migrants désireux de s'installer aux États-Unis. On estime à 5000 le nombre de personnes examinées chaque jour. Une fois à New York, c'était souvent la douche froide pour ces nouveaux arrivants qui avaient quitté la misère de leur pays pour en trouver une autre. La condition ouvrière. La question ouvrière s'impose au XIXe siècle. On assiste à la naissance d'un mouvement ouvrier organisé. Le budget moyen de la famille bourgeoise est environ 7 fois plus important que celui de la famille ouvrière. L'essentiel du budget d'une famille ouvrière est consacré aux besoins primaires, nourriture, logement, habillement. La nourriture représente la moitié du budget. La famille bourgeoise peut dépenser plus du tiers de son budget pour des besoins plus variés ou pour des loisirs. Les conditions de travail sont difficiles et le règlement est drastique. L'ouvrier n'a ni droit ni liberté. Il est soumis à une discipline très stricte. La revendication principale est la journée de travail de 8 heures justifiée par 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. La plupart des ouvriers travaillent 10 heures par jour. Il faudra attendre la loi de 1919 pour obtenir la journée de 8 heures en France. Les bouleversements du XIXe siècle, les lois sociales en France. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les lois sociales vont améliorer la condition des ouvriers. Les enfants et les femmes sont protégés par les lois de 1841 et 1892. Les lois de 1892, 1900 et 1906 portent sur la durée du temps de travail. Les progrès de la médecine. Les progrès médicaux, notamment la vaccination, liés aux progrès de l'hygiène et de l'alimentation, font reculer la mortalité, toutefois de façon inégale selon les catégories sociales. Pasteur utilise le mot vaccination pour désigner l'injection préventive dans le sang d'un microbe. Cela immunisait l'individu contre la maladie, comme par exemple la variole, fléau très redouté à cette époque. Les nouvelles idéologies. Les révolutions de 1848 en Europe. Les révolutions de 1848 sont sociales, politiques et européennes. La question nationale. En Italie et en Allemagne, les peuples se soulèvent pour créer un État-nation. En 1845, l'Italie n'existe pas en tant qu'État-nation. Elle est divisée en 8 États indépendants, mais le sentiment national italien est de plus en plus présent. Après l'échec de la Révolution de 1848, le roi de Piémont-Sardaigne Victor Emmanuel II réalise l'unité avec l'aide de la France en 1870. La question sociale. En France, des ateliers nationaux sont ouverts en février 1848, dans lesquels l'État emploie des chômeurs, garantissant ainsi le droit au travail. Lorsqu'en juin 1848, l'État décide de fermer les ateliers nationaux, les ouvriers mécontents se révoltent. En 1848, Karl Marx écrit le manifeste du Parti communiste, appelant à l'union et au soulèvement du prolétariat, les ouvriers, contre l'ordre social en place. Les autres doctrines. L'Église catholique. Le seul devoir du patron est de ne pas traiter l'ouvrier en esclave et de respecter en lui la dignité de l'homme. Ces formules semblent peu contraignantes, mais elles marquent un tournant dans la doctrine de l'Église catholique. Cette encyclique marque la naissance du catholicisme social. Le libéralisme économique. Henri Schneider est opposé à l'intervention de l'État. Il critique la réglementation du travail qui décourage les patrons d'employer des ouvriers. Le libéralisme économique condamne toute forme d'intervention de l'État dans le domaine économique.